Wow, when we premise, long yes ma pouvi, guayem noe, wow, when we bleres, mimbungwes gisira, guayem noe. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Medan Gankam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start with Us. Ce dimanche, comme tous les dimanches, accompagné d'un ami, je partagerai avec vous mes réflexions, mes critiques et surtout mes solutions sur différents sujets socio-économiques. J'espère pouvoir vous apporter un angle de réflexion totalement différent de la norme, mais surtout éveiller en vous la nécessité de vous poser les bonnes questions. Ce dimanche, l'ami qui m'accompagne s'appelle Macallan21. Il est un peu timide, hein, simplement parce qu'avant la vidéo, je lui avais dit que notre relation est à consommer avec modération. Et là, bon, voilà, il se fâche comme un gamin. Il oublie que sur cette chaîne, on ne deal pas avec les mineurs, même quand il s'agit de whisky. Donc, ici, on va discuter purement de mécanique et de fondamentaux, et on ne se base pas sur la forme. Ce dimanche, j'aimerais parler de la loi sur l'avortement qui a été votée par le Parlement français et le Sénat français. Je vous demanderai, entre nous, d'être assez indulgents. Vous allez constater rapidement, je débute. Et j'aimerais vraiment que vous focusiez sur le fond et la mécanique de ce que je dis et non pas sur la forme. De temps en temps, j'aurai aussi à consulter mes notes parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, je débute. Alors, pour revenir à notre sujet sur l'avortement, pour vous mettre en contexte, suite au fait qu'aux États-Unis, un arrêt datant de 1973 qui s'appelle Roe v. Wade, voté par la Cour suprême américaine et qui protégeait le droit à l'avortement des femmes au niveau national, donc au niveau fédéral là-bas, comme ils disent, a été renversé en juin 2022 par la même Cour suprême, mais qui était devenue un peu plus conservatrice, parce qu'aux États-Unis, évidemment, les juges sont nommés et dépendamment de ceux qui partent à la retraite, ben, tu peux te retrouver avec un parfait équilibre ou avoir un peu une Cour suprême plus libérale ou plus conservatrice. Ce qui est une anormalité, mais bon, la loi doit être indépendante des valeurs personnelles. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tenant compte de ça, qui a fait freak out beaucoup de défenseurs de l'avortement et évidemment fait danser beaucoup de pro-vie. En tenant compte de ça et surtout en tenant compte des mouvements, de la puissance des mouvements euh, conservateurs dans le monde qui renversent des États ou des systèmes beaucoup plus libéraux, dans l'optique de protéger le droit de femmes à l'IVG, le président français Emmanuel Macron a décidé de déposer un projet de loi afin d'inscrire dans la Constitution française la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ou IVG, comme on l'appelle. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat français ont voté à majorité pour une loi constitutionnelle, pour la loi constitutionnelle du 8 mars, qui comportait en lui-même un article unique, qui lui modifiait l'article 34 de la Constitution pour y inscrire euh, que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption de grossesse, une interruption volontaire de grossesse. Donc ici, il s'agit en fait d'interdire à l'avenir toute remise en cause de cette liberté par la loi, donc par les tribunaux. Ça veut dire qu'une fois que ça passe, on ne peut plus le renverser, par les tribunaux du moins. Donc par ce texte, en fait, la France devient aussi le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'avortement qui relève de la seule appréciation des femmes. La fin est très très importante et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, j'ai été très surpris d'entendre cela comme si c'était une avancée.
Parce que je sache, le droit à l'avortement en France date de 1975, si je me trompe pas, à travers la loi Veil. Alors, je me suis demandé, c'est étrange. Où se trouve la nouveauté dans tout ça? Et là, dans mes lectures, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que la loi votée récemment donne à la femme la liberté et le droit de décider unilatéralement d'interrompre sa grossesse. Très important. Tandis que la loi Veil de 75 permettait à toute femme enceinte de demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse sans avoir à fournir de justification. Vous voyez un peu la nuance? C'est très très important. Le nouveau texte met l'accent sur l'unilatéralité de la décision d'interrompre la grossesse, alors que la loi Veil n'était pas spécifique sur ce sujet-là. Il est important que je fasse un disclaimer. Je ne suis ni pour ni contre l'avortement, en toute honnêteté. Pour moi, il était important de respecter et de tolérer les croyances individuelles, que ce soit des personnes pro-avortement ou des personnes pro-vie, en autant que ces croyances-là ne soient pas imposées ou forcées aux autres, ou qu'elles ne créent pas d'injustice ou de souffrance aux autres. Si vous croyez ce que vous croyez chez vous, ça ne me dérange pas, parce que de toute façon, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence, unilatéralement. Ce mot est très important car il pèse lourd dans l'interprétation de la loi. Et vous allez comprendre à quel point. Selon le Larousse, une décision unilatérale est une décision qui engage une seule des parties concernées. Ce qui signifie que, selon la loi, la femme est la seule à décider si elle veut faire un IVG. Ça, c'est important. Mais est-ce qu'elle a fait cet enfant toute seule? Est-ce que c'est l'Esprit Saint, peut-être? Est-ce que, voilà, subitement, les Français sont devenus des dragons de Komodo ou des requins zébrés? Parce que, à l'écoute de cette loi, à l'écoute de cette loi, on peut sous-entendre que les femmes sont subitement devenues des grandes pratiquantes de la partogénèse. Vu qu'elles font maintenant les enfants toutes seules, vous allez me dire que je tire cela par les cheveux, mais en donnant un droit unilatéral à l'IVG, la loi ne sous-entend-elle pas que la femme a conçu l'enfant toute seule? C'est votre chose, donc vous pouvez décider. Parce que je me dis, mais qu'arrive-t-il si lors d'une relation consentant, le père décide qu'il veut vivre sa paternité, donc il veut garder l'enfant? Sous la loi actuelle, son désir d'être père dépend uniquement du bon vouloir de la mère. Donc si elle ne veut pas, pour X, Y raison, elle pourrait, sans l'avis du père, lui voler son rêve de devenir père de l'enfant qu'il a aidé à concevoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la nature veut que c'est un homme et une femme qui conçoivent un enfant, de façon générale, naturelle. Alors, est-ce juste? Est-ce que cela rencontre l'esprit d'égalité que l'on retrouve dans la devise de la France? C'est une question que je pose. Je comprends la motivation derrière. Dû au précédent américain et la possibilité qu'en France, une forte possibilité qu'en France, les mouvements plus libéraux puissent être remplacés par des mouvements plus conservateurs, pour s'assurer de protéger ce droit de la femme, le parti au pouvoir veut enchasser ce droit dans la Constitution. Je le comprends et ça se respecte. Mais en réalité, la nouvelle formulation de la loi légalisera simplement et protégera en fait une pratique non écrite qui est déjà courante en Occident. Parce que si vous regardez bien, dites-moi si vous connaissez une femme qui a déjà décidé dans sa tête
qu'elle allait avorter. Et qu'elle va, après avoir pris sa décision, consulter le père, le géniteur ou le père de l'enfant pour lui demander si elle doit avorter. Vous n'en connaîtrez pas. Celles qui demandent, c'est parce qu'elles sont pas sûres de garder l'enfant. Ou encore, combien d'hommes ont gagné un procès contre des femmes qui leur ont refusé leur paternité en interrompant unilatéralement leur grossesse. Vous n'en connaissez pas? Moi non plus. Parce que c'est implicitement acquis dans la société que cette décision est celle de la femme. Donc, en fait, cette loi vient tout simplement légaliser et protéger la capacité de la femme de décider unilatéralement sans l'avis ou le consentement de l'homme. Parce qu'en réalité, nulle part sous la loi Veil de 75, il n'était mentionné qu'il fallait demander ou pas l'avis du géniteur ou du père. Nulle part. Vous ne le trouverez pas. Je comprends que le but était de protéger le droit des femmes sur leur corps, car c'est leur corps. Vous avez raison. Et ça, c'est difficilement discutable. Mais j'ai relu, c'était quoi la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Liberté et fraternité, c'est un autre débat, c'est tout aussi discutable. Hein? Mais c'est égalité qui nous intéresse ici. Égalité nous intéresse parce que vous allez voir le challenge que cette loi pose. L'égalité dans la devise de la France signifie que les hommes et les femmes sont égaux aux yeux de la loi. En réalité, pour moi, je vous le dirai sous la confidence, cette loi n'est ni bonne ni mauvaise. Je parle de la loi de Manu sur l'avortement. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend en fait de la situation dans laquelle on se trouve et de nos croyances. La preuve est que vous serez très surpris des défenseurs pro-vie dans anti-avortement. Combien d'entre eux ont eu à utiliser l'avortement, que ce soit pour une maîtresse ou pour leur fille mineure. Et à l'inverse, des pro-avortement, combien d'entre eux ne permettraient pas à leur fille d'avorter ou déconseilleraient à une amie d'avorter. Donc ça dépend toujours des situations. Donc je ne suis ni, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est vraiment en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. Ce qui m'intéresse moi, c'est le terme égalité dans la devise. Alors, au vu de cette loi, voulant qu'une femme puisse décider unilatéralement d'interrompre sa grossesse sans consulter le père au risque de lui voler son rêve de paternité s'il veut être père. Pensez-vous donc qu'il soit juste que lorsque les positions sont inversées et que c'est le monsieur qui décide de ne pas vouloir d'enfant et que sa partenaire décide, elle, de garder l'enfant, le père soit obligé d'assumer la paternité de l'enfant et de toutes les obligations financières qui vont avec, dont la pension alimentaire. Donc aujourd'hui, si je me regarde ça, la loi dit, madame peut décider d'interrompre sa grossesse. Donc, si tu veux me être papa, elle te dit non. Elle ne veut pas, elle arrête. Mais toi, quand tu dis que tu ne veux pas être papa, elle a dit qu'elle veut être maman, tu dois quand même être papa. Parce que tu dois payer la pension alimentaire. Dans cette réalité, peut-on parler d'égalité? Je me questionne. Pour moi, en réalité, la loi n'est pas un problème. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes qui m'intéresse et qui devrait vous intéresser. Si les femmes ayant le droit sur leur corps, car c'est leur corps, peuvent unilatéralement décider d'avorter indépendamment de l'avis de l'homme, qui le veut, que l'homme veut être père ou pas, alors dans un objectif d'avoir une société plus égalitaire entre les hommes et les femmes, la solution n'est pas de forcer les femmes à demander l'avis ou l'accord d'un homme pour interrompre leur grossesse, car ça reste leur corps. Et surtout parce qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer ce que vivrait une femme qui ne veut pas d'enfant et qui est forcée à mener cette grossesse à terme. Aucun. Donner naissance à un enfant qu'on ne veut pas, vous ne pouvez pas imaginer le combat interne, ce que ça fait. Aucun d'entre nous ne peut imaginer
la profonde douleur d'une mère qui, elle, veut absolument avoir un enfant, mais décide d'interrompre sa grossesse parce qu'elle sait qu'elle n'a pas les conditions réunies pour élever un enfant. Aucun. On ne peut donc pas comprendre le choc psychologique et la douleur profonde, quasi animale, qui vient avec ces deux situations, à moins d'être une femme qui a vécu l'une des deux situations. On ne peut pas comprendre. Souvent, on parle d'avortement avec une telle légèreté, comme si c'était aussi simple qu'envoyer un courriel. Oublions que lorsque vous avortez, vous perdez quelque chose. Vous perdez une petite partie de vous-même. Je ne suis pas dans une dynamique d'abolition de la loi. Mais encore une fois, je suis plus dans une recherche d'un certain équilibre, d'une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Parce que la nature est équilibre. Et à chaque fois que l'équilibre est cassé, ben, on a des pullbacks ou encore backlash. Et pour avoir cette égalité, il faudrait donc permettre aux hommes qui ne veulent pas d'enfants, dont les partenaires, dont les femmes, tombées enceintes décident de conserver l'enfant, de permettre à ces hommes d'avoir la liberté de pouvoir refuser la paternité de l'enfant et donc de se soustraire à l'obligation de payer une pension alimentaire ou tout autre soutien financier présentement imposé par la loi. Et toujours dans ce principe d'égalité. Donc, comme la mère a le droit sur son corps et la liberté d'en faire ce qu'elle veut dans le respect de la loi, incluant d'avorter sans le consentement du père, ce qui est légitime, il serait donc tout aussi légitime, dans un objectif d'égalité, de reconnaître à l'homme le droit de propriété sur son portefeuille et la liberté de faire ce qu'il veut de son argent dans le respect de la loi, car c'est son argent, car c'est son argent. Je comprends que la loi a été faite pour protéger le droit des femmes à l'IVG et qu'elle avait été faite probablement pour protéger la femme elle-même, mais aussi dans le but de réparer une injustice passée. Une injustice passée qui était inhumaine et qui retirait aux femmes quasiment le droit sur leur corps en ce qui a trait aux naissances, et en imposant aux femmes de faire 12 enfants. Mais je tiens à vous rappeler qu'on ne règle pas une injustice par une autre. Sinon, la première reviendra au galop. Et si vous l'ignorez d'ailleurs, sachez qu'en France, selon le rapport sur les ruptures familiales du Haut Conseil de la famille, lorsque le versement d'une pension alimentaire est exigé, dans plus de 65% des cas, c'est l'homme qui paie la pension. Hmm. C'est pour ça que je me dis, si les femmes ont le droit sur leur corps et qu'un homme ne peut imposer la maternité à une femme, alors dans un but d'égalité, une femme ne devrait pas pouvoir imposer la paternité à un homme et le forcer à payer une pension alimentaire. Car l'homme, autant que la femme a le droit sur son corps, l'homme a le droit sur son portefeuille et devrait pouvoir en faire ce qu'il veut de son argent. En tout cas, comme dirait un ami, ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu, car à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme.